Bonjour et bienvenue. Si vous avez cligné les yeux ces 2 dernières semaines, vous avez peut-être raté un changement majeur dans la course à l'espace. Ah oui, ça a beaucoup bougé. On a eu des succès historiques, des échecs spectaculaires, des milliards d'euros mis sur la table et des tensions qui montent un peu partout. C'est ça. C'était une affaire d'État, c'est devenu un champ de bataille entre milliardaires, nations émergentes, et puis des agences gouvernementales qui tentent de ne pas être dépassées. Absolument. Alors la question c'est, qui est vraiment en train de gagner cette nouvelle course à l'espace? C'est ce qu'on va essayer de décortiquer ensemble. Cette analyse approfondie est rendue possible grâce au soutien de ProWave AI et générée par Stylo News, l'application d'information alimentée par l'intelligence artificielle. Tout à fait. Et le but aujourd'hui, c'est vraiment de mettre de l'ordre dans tout ça. On va regarder de près la rivalité féroce aux États-Unis, Oui, puis on élargira le champ pour voir comment l'Europe et les nouvelles puissances spatiales jouent leurs cartes. L'idée, c'est de comprendre les stratégies, les enjeux. et ce que ça signifie concrètement? Voilà. Pas seulement pour les ingénieurs, mais pour nous tous. Parfait. Alors, commençons par le plat de résistance, cette bataille de titans purement américaine. Le 13 novembre 2025. Ça restera une date importante. Très importante, oui. D'un côté, on a Blue Origin qui sabre le champagne, et de l'autre, SpaceX qui pense ses plaies. C'est presque un scénario de film. C'est exactement ça. Le 13 novembre, Blue Origin, donc la société de Jeff Bezos, a enfin réussi ce que beaucoup attendaient. Le fameux lancement de New Glenn. Oui, leur fusée géante a non seulement décollé avec succès pour la 2e fois, mais elle a aussi réussi une manœuvre critique, récupérer son premier étage sur une barge en pleine mer. Ce que seul SpaceX savait faire jusqu'à maintenant. Précisément, c'est un exploit technique énorme pour eux. Et il ne faut pas sous-estimer l'importance de cette récupération. C'est la clé de la réutilisation, donc de la baisse des coûts. Mais qu'est-ce qu'elle emportait, cette fusée? Une cargaison pour la NASA. Elle a déployé 2 petits satellites de la taille d'une valise nommés Escapade. Escapade. Leur mission, c'est de se mettre en orbite autour de Mars pour essayer de comprendre pourquoi la planète rouge a perdu la quasi-totalité de son atmosphère. Une sorte d'enquête cosmique, donc. C'est un peu ça, une enquête sur un crime climatique planétaire. Pour Blue Origin, c'est une double victoire, un succès technique et un contrat prestigieux honoré pour la NASA. On imagine la satisfaction. Ah oui, on sentait la fierté dans les mots de leur PDG, Dave Limp, qui a tout de suite parlé de concurrencer directement le Starship de SpaceX. Avec une version encore plus puissante de New Glenn. C'est ça. C'est une victoire immense pour eux, c'est certain. Mais est-ce que ce n'est pas un peu tôt pour crier victoire? SpaceX a des dizaines de récupérations réussies à son actif. C'est une routine pour eux. C'est une excellente question. Blue Origin vient de réussir sa première. Ont-ils vraiment rattrapé leur retard? Alors, on pourrait voir ça comme l'histoire du lièvre et de la tortue. Sauf qu'ici, pendant que la tortue avançait, le lièvre, SpaceX, il a construit une usine de fusées, lancé des milliers de satellites. Il a révolutionné le secteur. Voilà. Donc non, Blue Origin n'a pas rattrapé son retard en un seul vol, mais psychologiquement, c'est énorme. D'accord. Ils ont prouvé que leur technologie fonctionne. Ils sont passés du statut de concurrent sur le papier à celui de concurrent réel. Et ce succès arrive au pire moment possible pour SpaceX. Oui, parlons-en. Parce que pendant que Blue Origin célébrait, l'ambiance était radicalement différente au Texas. C'est le moins qu'on puisse dire. Ils ont beau enchaîner les lancements de leur fusée Falcon 9, avec plus de 100 tirs cette année, principalement pour Starlink. Oui, leur cadence est impressionnante. Leur projet d'avenir, le Starship, a connu un énorme pépin. Un énorme pépin est un euphémisme. Le prototype du propulseur Super Heavy, la base du Starship, a tout simplement explosé lors d'un test. Un test au sol. Oui, un test de pressurisation. Il n'y avait personne à bord, bien sûr, mais les dégâts sont irréparables. La structure a cédé, c'est un retour à la case départ pour ce prototype. Un revers majeur donc. Et les conséquences se font sentir immédiatement. Et la première victime de ce retard, c'est la NASA et son grand retour sur la Lune. Le programme Artemis dépendait entièrement du Starship. Totalement. Pour faire atterrir les astronautes sur le sol lunaire. Du coup, l'échéance de la mission Artemis 3, Elle vient d'être officiellement repoussée. Et pas qu'un peu. on parle de quelle date maintenant? On parle de septembre 2028, au plus tôt. Et ce au plus tôt est crucial. C'est-à-dire? En coulisses, personne ne croit vraiment à 2028. L'échec du Super Heavy, ce n'est pas juste un retard technique. C'est une remise en cause de la dépendance quasi totale de la NASA envers un seul fournisseur. Pour une mission aussi critique, oui. Et aussi emblématique. Donc la décision de la NASA de rouvrir le contrat pour l'atterrisseur lunaire, ce n'est pas juste un plan B.
Non, c'est un véritable avertissement envoyé à SpaceX. C'est un coup de semonce. Ils ont dit quoi officiellement? La NASA a dit publiquement « Nous sommes inquiets », comme l'a déclaré l'administrateur par intérim Sean Duffy. Mais en privé, le message c'est « Vous n'êtes plus les seuls ». C'est une faille de confiance en fait. C'est exactement ça. La NASA diversifie ses risques, ce qui signale qu'elle ne mettra plus tous ses œufs dans le panier d'Elon Musk. Et ça, c'est peut-être le plus grand cadeau que SpaceX ait pu faire à son rival, Blue Origin. Qui est maintenant en position de force. En position de force pour proposer son propre atterrisseur, le Blue Moon. Et tout ce jeu de chaises musicales est accentué par un changement à la tête même de la NASA. Oui, la nomination du milliardaire Jared Isaacman. Qui a déjà volé dans l'espace avec SpaceX. C'est pour le moins surprenant. C'est un signal très fort. On nomme un client de SpaceX, un entrepreneur du New Space, à la tête de l'agence. Ça confirme une tendance de fond. Laquelle? Le centre de gravité de la décision spatiale américaine se déplace de Washington vers les entreprises privées. La NASA ressemble de plus en plus à un client, un régulateur. Plutôt qu'au pilote unique du programme. Exactement. On entre dans une nouvelle ère. C'est fascinant de voir cette bataille purement américaine, mais on aurait tort de croire qu'ils sont seuls en jeu. Ah non, loin de là. Pendant que SpaceX et Blue Origin se tirent la bourre, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique et en Asie? L'Europe, par exemple, semble se réveiller. Se réveiller, le mot juste. Le 27 novembre, l'Agence spatiale européenne, l'ESA, a frappé un grand coup. Le budget? Oui, un budget record de 22,1 milliards d'euros. Le message est limpide. L'Europe veut son indépendance spatiale. La perte de l'accès aux fusées russes a dû jouer. Ça a agi comme un électrochoc. L'Europe a réalisé sa vulnérabilité et a décidé d'investir massivement pour ne plus dépendre de personne. Et concrètement, où va aller cet argent? Une grande partie va au développement d'une fusée réutilisable, pour ne plus laisser le champ libre à SpaceX. Mais il y a aussi des projets scientifiques de premier plan. Comme quoi, par exemple? Par exemple, le rover martien Rosalind Franklin, qui cherchera des traces de vie sur Mars, est relancé, et on finance aussi l'observatoire LISA. LISA? Oui, un projet incroyable qui va tenter de voir l'univers non pas avec la lumière, mais en écoutant les ondulations de l'espace-temps. Les ondes gravitationnelles. Exactement. C'est de la science de pointe. Et puis, l'Europe confirme sa place dans le programme Artemis. Un astronaute allemand devrait être en orbite autour de la Lune en 2028. C'est un symbole fort de collaboration, malgré tout. Oui, malgré la volonté d'autonomie. Et en dehors de ce duo États-Unis-Europe, on voit émerger d'autres acteurs très ambitieux. Je pense à la Corée du Sud, à l'Inde. Oui, et ce qui est intéressant, c'est qu'ils suivent un chemin similaire. Le 26 novembre, la Corée du Sud a réussi le 4e lancement de sa fusée Nuri. D'accord. Mais la vraie nouveauté, c'est que pour la première fois, l'opération était dirigée par une entreprise privée, Hanwha Aerospace. Et pour l'Inde, c'est pareil. C'est la même tendance. L'Inde prépare le premier lancement de sa fusée PSLV en lanceur très fiable, mais cette fois construit par un consortium privé. C'est la même tendance qu'aux États-Unis, en fait, la privatisation. Exactement. Ces pays ont compris que pour être compétitifs, le modèle purement étatique est trop lent, trop cher. Ils espèrent répliquer le succès de SpaceX, c'est une tendance mondiale. Et pendant ce temps, il y a la Chine. Qui, elle, ne suit pas du tout ce modèle. Pas du tout. Non. La Chine avance avec une approche méthodique, contrôlée par l'État, et d'une efficacité redoutable. Leur objectif est clair, un alunissage habité avant 2030. Ils communiquent moins. Beaucoup moins. Pas de PBG superstar sur les réseaux sociaux, mais ils avancent. La prochaine mission habitée, Shenzhou 22, est en préparation, et ils développent leur propre vaisseau réutilisable. Un concurrent silencieux. Mais peut-être le plus redoutable à long terme. D'accord. Donc on a ce tableau global. Mais au-delà de ces manœuvres stratégiques, il y a des impacts très concrets sur le terrain. Oui, et ils sont à la fois positifs et négatifs. En Floride, par exemple, la Space Coast vit un véritable boom économique. Grâce au lancement de SpaceX. Principalement, oui. Ça crée des milliers d'emplois, ça attire des investissements. C'est une vraie success story locale. Au Texas, c'est un peu plus mitigé à cause des retards, mais l'activité est là. Mais il y a un revers à la médaille. J'imagine que ça a des conséquences environnementales. Absolument. L'exemple le plus frappant de ces dernières semaines vient du Mexique. Ah oui? La plage de Playa Bagdad, une zone naturelle importante, a été polluée par des débris venant des tests de Starship. Des débris de la fusée? Oui, des morceaux de métal, des fragments. Cela cause non seulement des dégâts écologiques, mais aussi des tensions diplomatiques. Le gouvernement mexicain a réagi? Il a officiellement demandé des comptes aux États-Unis. Ça soulève des questions de souveraineté, de responsabilité. C'est un rappel brutal que la course à l'espace a des conséquences bien terrestres.
Ce n'est pas une aventure propre qui se passe loin au-dessus de nos têtes. Pas du tout. C'est un point crucial. Alors pour finir, tournons-nous vers l'avenir. Si on veut suivre cette saga, quels sont les prochains épisodes à ne pas manquer? Le premier, c'est la mission Artemis 2 de la NASA, toujours prévue pour 2026. Le premier vol habité autour de la Lune depuis Apollo? Exactement. Symboliquement, c'est immense. Et techniquement, c'est l'étape indispensable avant de tenter de se poser à nouveau sur la Lune. La pression est maximale. Et pour SpaceX, j'imagine que les prochains tests du Starship seront observés à la loupe. Ils seront plus que cruciaux. C'est leur chance de regagner la confiance de la NASA, de prouver que leur méthode du « on casse pour apprendre vite » peut aboutir à une fusée fiable. Chaque test sera un événement. Un véritable événement. Et en parallèle, début 2026, on attend le premier vol de l'atterrisseur lunaire non habité de Blue Origin, le Blue Moon. Leur moment de vérité. Pour montrer qu'ils sont une alternative crédible, oui. Et en Europe, on attend de savoir qui construira la future fusée réutilisable. Oui, l'attribution des contrats sera une décision politique et industrielle majeure. Elle déterminera le visage de l'Europe spatiale pour les décennies à venir. C'est un moment charnière de tous les côtés. Alors, quand on met tout ça bout à bout, qu'est-ce que ça nous dit sur l'état du monde spatial en ce moment, Evelyne? Ça nous dit que la course à l'espace telle qu'on l'imaginait est terminée. Ce n'est plus une simple compétition entre deux superpuissances comme pendant la guerre froide. C'est plus complexe. C'est aujourd'hui une mosaïque incroyablement complexe où s'entremêlent des entreprises privées aux ambitions colossales, des nations spatiales établies qui se réinventent et des acteurs émergents. D'accord. La question fondamentale n'est plus seulement de savoir qui arrivera le premier sur la Lune ou sur Mars, c'est devenu beaucoup plus profond. Quel modèle public, privé ou un hybride des deux s'avérera le plus durable pour façonner notre avenir dans l'espace? C'est la vraie question qui se joue en ce moment. C'est ça. Événement en temps réel, notre analyse a été générée par Stylo News. C'est une application disponible sur mobile et ordinateur qui permet de créer des synthèses d'informations personnalisées à partir de centaines de sources d'actualité traditionnelles et de la plateforme X. C'est un outil conçu pour obtenir une vision multidimensionnelle et instantanée de l'actualité mondiale. Pour créer vos propres synthèses d'informations sur demande grâce à l'intelligence artificielle, vous pouvez vous abonner à Stylo News sur www.stylonews.com. Merci d'avoir été à l'écoute. Si certains sujets abordés aujourd'hui vous intéressent pour de futures analyses, n'hésitez pas à nous en faire part. Et pour rester informé, suivez Stylo News sur vos réseaux sociaux préférés.